Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. En janvier 2020, vous avez fait paraître La lutte des classes en France au XXIe siècle. Vous aviez commencé une analyse du mouvement des Gilets jaunes. Elle était encore partielle. Depuis, plusieurs mois sont écoulés. Est-ce que les indicateurs dont vous disposez vous permettent d'affiner l'analyse que vous avez faite du mouvement des Gilets jaunes ? On ne sait pas, on va savoir ce qui se passe, parce que là, on est dans une contraction de produit intérieur brut de 20% sur l'année. On est au bord d'une crise dont on ne peut pas mesurer l'ampleur. Et mon sentiment, c'est qu'on va passer à une étape suivante, et où des catégories plus larges de la population seront impliquées. Après les Gilets jaunes, il y a eu les retraites, en fait aussi, le changement d'attitude des enseignants, qui avaient beaucoup voté Macron, et qui ont compris que Macron ne les aimait pas. Et les enseignants, c'est très crucial. Donc, je ne pense pas qu'il faille imaginer une répétition, un retour. Vous savez, quand il y a des mouvements comme ça, comme mai 68, les Gilets jaunes, les gens passent des années à attendre le retour de mai 68 ou le retour des Gilets jaunes, mais non, ça sera autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la montée en puissance des thématiques économiques, des thématiques de classe, est certaine. Même si maintenant, on peut avoir l'impression, aux États-Unis ou en France, que ce que j'appellerais les vieilles thématiques d'identité, raciales, ethniques, religieuses, sexuelles, etc., sont de plus importantes. Je pense qu'on vit les derniers feux de cette époque. Mais le problème avec les historiens de la longue durée, c'est que pour moi, une période brève, c'est 10 ans. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Alors, on a vécu cet épisode pandémique. Dans un article dans une revue qui s'appelle Par ici la sortie, publiée par Le Seuil, vous parlez d'une part du déni de réalité ou du mensonge de nos responsables politiques, et d'autre part de la suite à donner. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, parce qu'il y a encore des soubresauts, mais pour vous, vous n'êtes pas le seul, il y aura des comptes à rendre. Oui, mais ils ne vont pas être rendus dans la phase actuelle. C'est-à-dire, on vit tout à fait étonnant. C'est-à-dire, le seul type qui était à peu près raisonnable dans toute cette époque, à savoir Édouard Philippe, a été viré, en fait, quand même. Et seuls les plus mauvais, une fois de plus, les plus mauvais ont été sélectionnés pour rester. Donc je pense que logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que les difficultés s'accumulant, et c'est ça qui est très préoccupant et très dangereux, c'est que l'appareil d'État et l'appareil médiatique, en un sens, est hors contrôle, hors d'atteinte des citoyens, des électeurs, etc. Mais bien entendu, quand on nie la réalité, quand on étouffe l'analyse, etc., au bout du bout, tout ce qu'on obtient, c'est une violence inutile. Donc en fait, le fait de ne pas punir les responsables, le fait de ne pas parler de la réalité, fait monter un fond de violence qui finira par exploser. Mais encore une fois, les délais, les durées, tout ça, c'est très difficile à déterminer. Il y a une chose qu'il faut souligner. Quand je parlais de punition des coupables, il faut bien voir que ça n'est pas, je ne suis pas d'un tempérament vindicatif. Et je ne parlais que de prison. Contrairement à Cohn-Bendit, qui lui-même est beaucoup plus sanguinaire de tempérament. Mais il s'agit bien entendu, il faut voir que punir les coupables, ne serait-ce que par des démissions forcées, c'est prévenir des violences. C'est-à-dire, si on vit dans un monde d'irresponsables qui ne subissent jamais aucune rétribution négative, en fait, on fabrique pas à pas un monde de violence. On sent ça d'ailleurs. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est votre absence de dogmatisme dans le livre qui paraît au CNRS, donc Éloge de l'empirisme. Vous dites la recherche, c'est l'imprévu, et vous revenez sur votre parcours en expliquant qu'en fait, au fur et à mesure de vos recherches, sans projet préétabli, vous avez découvert des constantes, la plus importante étant celle qui relie les systèmes familiaux et l'idéologie politique. On peut dire qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui trouve malgré lui? Non, la volonté de trouver des coïncidences, des régularités, des lois, en fait, on dirait en physique, en fait, pour moi, c'est ça le sens de
l'esprit de la recherche. Donc ça, c'est constant. Mais maintenant, l'histoire, c'est la mobilité, c'est l'intervention incessante de facteurs nouveaux. En fait, ça va être des facteurs technologiques, ça va être des facteurs climatiques. Là, on a un nouvel élément qui est un virus nouveau. Alors, évidemment, quand on a fait l'histoire des virus, on sait que les virus ont une histoire aussi et qu'on devrait être capable de savoir que ça ne s'arrêtera jamais, etc. Mais c'est tout le charme de l'histoire. C'est-à-dire qu'on tombe sur des pans de régularité, des pans de séquences logiques. Et puis, et là, vraiment, on est à un moment très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des forces très lourdes, très visibles, dans le cas de la France, de baisse du niveau de vie, en fait. Choses qui sont accélérées par le virus, mais et dans un premier temps, avec des choses comme le télétravail, l'effet virus accentue l'atomisation de la société, qui est l'une des tendances lourdes, mais tout ça, c'est tellement soudain et risque d'être tellement brutal que ça n'est pas possible de dire. L'histoire, et particulièrement, moi, les quelques prédictions réussies que j'avais faites, c'était quand même beaucoup sur la Russie, sur les pays arabes, c'était sur des pays qui étaient en rattrapage. Et donc on pouvait les situer par rapport aux trajectoires les plus avancées des États-Unis, de l'Europe. Là, on est dans une crise générale des sociétés les plus avancées, des pays qui font la course en tête, qui définissent l'histoire. Donc c'est extrêmement difficile, c'est même pas possible, de dire ce que va être l'histoire. Parce que si vous voulez, la plupart des gens, la philosophie se dit, qu'est-ce que l'homme? Et ayant trouvé au fond de mon propre cerveau ce qu'est l'homme, je vais appliquer cette immense découverte à l'observation de l'histoire qui se fait. Mais ça, c'est pipeau. En fait, ce qu'est l'homme, on n'en sait rien du tout, et c'est pas comme ça qu'on va trouver. Pour moi, c'est le contraire. On observe l'histoire, on voit ce que font les hommes, et c'est ce que font les hommes dans l'histoire qui nous dit ce qu'est l'homme. Donc l'homme invente des sociétés patrilinéaires. Ça nous dit que l'homme est capable de ça. Ensuite, il y a une augmentation du niveau éducatif des femmes qui est au-dessus. Donc on se demande là si l'homme va être capable d'inventer des sociétés matriarcales ou non. Mais il y a des phases cannibales dans certains coins de l'Europe au néolithique. Et puis ça retombe, mais on sait que l'homme est capable d'inventer le cannibalisme et de le pratiquer, et puis d'en sortir. Mais vous voyez, il faut être humble. Et donc là, sommes-nous... A priori, je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une nouvelle phase cannibale, mais je ne le sens pas comme ça. Mais vous voyez, et l'une des difficultés de l'histoire, c'est de penser l'impensable. Et beaucoup des erreurs sont faites parce qu'on n'est pas capable de penser l'impensable. Un truc comme le nazisme, c'est le cas typique, alors là, il faut être sérieux quand même, c'est le cas typique qui est devenu dramatique parce que ça n'était pas pensable. L'idée que dans l'un des 2 ou 3 pays les plus avancés du monde, sur le plan intellectuel, scientifique et politique, l'Allemagne, je veux dire, une bande de malades arriverait à prendre le pouvoir et, avec l'assentiment d'une partie de la population, se lancerait dans un projet de conquête impossible, passant par l'extermination de millions de juifs de tous âges et de tous sexes, c'est quelque chose qui a été rendu possible par le fait que les gens ne pensaient pas que c'était possible. Et on a certainement pas, je ne sens pas du tout l'époque comme au même niveau de gravité. Les gens sont devenus à la fois plus mous et beaucoup plus agréables à vivre. Beaucoup plus incapable d'action collective, mais qui dit incapable d'action collective, dit incapable de délire collectif. L'extermination, l'Holocauste, c'est une action collective, en fait, quand même. Ça suppose une organisation, mais etc. Donc là, on peut se monter l'incapacité d'action collective interdit de redresser l'économie. C'est fâcheux. Mais ça interdit aussi des massacres organisés. Et ça, c'est mieux. Vous voyez ? Donc, c'est difficile. C'est difficile. Mais je dirais quand même que moi, je suis historien de métier.
je me suis tapé 25 ans de lutte idéologique, j'ai toujours été dans le camp des vaincus, mais ce qui rend la défaite supportable, quand on est à la fois citoyen et historien, c'est que même une fois qu'on est vaincu, ben, on revient sur son cœur de métier, l'histoire, et ça reste intéressant.